nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Crime s'installe ce soir dans le Bordelais pour vous raconter 3 faits divers qui ont marqué la région. Crime dans le Bordelais, c'est tout de suite. Le 19 mars 2013, à Blaye, Muriel reçoit un message alarmant. Son fils, Sylvain, 15 ans, a été gravement blessé en plein cours. La mère de famille se précipite aussitôt au lycée, où sur place, les secours mettent tout en œuvre pour sauver son fils. Alors, que s'est-il passé au sein de cet établissement scolaire? Qui s'en est pris à Sylvain? Et comment un simple cours de plomberie a pu se transformer en scène de crime? Savoir que aujourd'hui il est parti, pour moi c'est pas possible. Enfin, c'était un frère, c'était quelqu'un de la famille. Et j'arrive pas à me remettre. Le soir du 23 octobre 2011, Marilène fête ses 52 ans avec son compagnon Jean-Pierre. Mais sa nièce, Véronique, s'inquiète de ne pas les voir revenir. Elle se lance alors à leur recherche. En vain. Sentant que quelque chose d'anormal s'est produit, Véronique signale donc leur disparition à la gendarmerie. Mais où sont passés Marilène et Jean-Pierre? Les enquêteurs parviendront-ils à retrouver leurs traces? La soirée d'anniversaire aurait-elle tourné au drame? On n'aurait jamais imaginé ça. Comment on peut arriver à faire ça, avoir l'idée de faire ça? Il faut vraiment être pas bien dans sa tête, je pense, pour avoir échafaudé tout ça. Elle ne méritait pas ça. Le 4 juin 2006, sur la rivière de Lille, des pêcheurs font une prise inattendue. Une jambe. Immédiatement, ils préviennent la gendarmerie. Dès lors, d'importants moyens sont déployés afin de retrouver les autres parties de ce corps humain et permettre aux enquêteurs de trouver la solution de ce puzzle macabre. Alors, les gendarmes réussiront-ils à savoir à qui appartient cette jambe? Vont-ils trouver les coupables? Et découvriront-ils les raisons de ce crime barbare? Ça souffle sur les esprits comme un véritable cyclone. On parle que de ça. Les gens s'interrogent énormément, se posent 1000 questions. Ça murmure partout et ça frissonne partout autour de cette affaire. Crime dans le Bordelais vous emmène tout d'abord à Blaye, où le lycée professionnel va être le théâtre d'un drame retentissant impliquant 2 jeunes adolescents. Découvrez cette affaire bouleversante pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire tragique de Sylvain, un lycéen de 15 ans plein de vie qui va voir son destin basculer en une poignée de secondes. Un crime brutal sur fond de harcèlement scolaire qui a bouleversé toute une région. C'est pour ça que savoir que aujourd'hui il est parti, pour moi c'est pas possible. Enfin, c'était un frère, c'était quelqu'un de la famille. Et j'arrive pas à me remettre. Nous sommes à Blaye, à 45 km de Bordeaux. Située sur la rive droite de l'estuaire de la Gironde, cette commune pleine de charme compte près de 5000 habitants. Blaye est connu et réputé pour une chose en particulier, à savoir sa citadelle. Citadelle Vauban, 18e siècle, et également pour son vignoble, une ville où il fait bon vivre. Pourtant, le 19 mars 2013, la commune du Bordelais va être le théâtre d'un drame retentissant. Muriel, la mère de Sylvain, 15 ans, est chez elle, quand elle reçoit en fin de matinée un message pour le moins inquiétant. Je sors de la douche, je reçois un texto de la petite amie de Sylvain.
qui me demande si le lycée m'a contacté. Je lui dis non et je lui demande pourquoi. C'est là qu'elle me dit mais parce que Sylvain est blessé. Sans plus d'informations, Muriel, auxiliaire de vie de 35 ans, se rend immédiatement au lycée professionnel de Blaye, là où son fils, Sylvain, est scolarisé. Dès son arrivée sur place, la mère de famille a un mauvais pressentiment. Je vois tous les élèves dehors, des barrières partout. Donc déjà, je commence à pressentir quelque chose. Là, je vois gendarmes, pompiers. Je me dis, c'est pas... non, il s'est pas juste fait mal. Pour la mère de l'adolescent, c'est une évidence. Quelque chose de grave lui est arrivé. Après avoir retrouvé le grand frère de Sylvain, en terminale dans le même lycée, elle parcourt l'établissement à la recherche de son autre fils. 2 gendarmes s'avancent à moi pour me barrer la route. Ma seule question a été, où est mon fils ? Son instinct maternel ne l'a pas trompé. Muriel apprend que son fils Sylvain, en seconde, bac pro métier bâtiment, est gravement blessé. L'infirmière scolaire essaie de la rassurer, en vain. Les médecins sont en train de s'occuper de lui. Pour l'instant, vous ne pouvez pas le voir. C'est très grave. Mais vous inquiétez pas, on s'occupe très bien de lui. Mais déjà, je sais que je ne reverrai plus ses yeux bleus. L'état de Sylvain est critique et Muriel est sous le choc. Comment son fils peut-il se retrouver entre la vie et la mort alors qu'il assistait simplement à un cours ? Que s'est-il passé au lycée cet après-midi de printemps 2013 ? Et surtout, l'adolescent de 15 ans va-t-il s'en sortir ? Au lycée professionnel de Blaye, Sylvain, 15 ans, est entre la vie et la mort. Les secours, arrivés sur place seulement 10 minutes après le drame, tentent tout pour le sauver. Mais l'adolescent, gravement blessé au cou, est dans un état critique. 2 chirurgiens sont sur place. La blessure est d'une telle gravité qu'ils n'arrivent pas à colmater la brèche. Et à ce moment-là, Sylvain est transporté vers Bordeaux. De leur côté, pour en savoir plus sur les circonstances du drame, les gendarmes interrogent à chaud les témoins présents sur place. Tout le monde est sous le choc. Tout le monde est sous le choc parce que personne ne pouvait imaginer ce qu'il allait se passer ce jour-là au sein de cette classe. Ils racontent que vers 11h30, en plein cours de plomberie, un élève de 17 ans, que nous appellerons Luc, a subitement asséné 2 coups de couteau au niveau de la carotide de son camarade de classe Sylvain, avant de prendre la fuite. Il n'y avait pas eu de problème particulier ce matin, il n'y a pas eu d'altercation, il n'y a pas eu de début de rixe. En parallèle, dans l'atelier où vient de se dérouler le drame, les enquêteurs de la brigade de recherche de Blaye tentent de recueillir des indices. Il y a les constatations qui sont faites, la police scientifique, les traces de sang pour repérer le départ, pour essayer de trouver le couteau, pour sécuriser l'établissement. Mais les enquêteurs ne parviennent pas à mettre la main sur l'arme. De retour à la gendarmerie, et en attendant de localiser Luc, ils tentent alors de comprendre pourquoi Sylvain a été la cible d'une telle attaque. D'autant plus que l'adolescent de 15 ans est décrit par tous comme un jeune homme plutôt sympathique. Sylvain, c'est un garçon très, très sociable, qui est très proche de ses amis, très proche de sa famille.
Sa passion, c'est la moto, enfin la motocross, qu'il fait derrière chez nous, dans les bois. La console de jeu, les films. Originaire du Bordelais, Sylvain voit ses parents se séparer à l'âge de 6 ans. S'il souffre dès lors de l'absence de son père, l'adolescent est très attaché au reste de la famille. Il adore sa mère, il est très proche avec son grand frère. Ouais, fusionnel, j'ai pas d'autres mots. Très fusionnel, très complice. On s'est construit un monde à trois, mais il n'y a pas de sujet tabou. Quand il y a un problème, on se réunit, on en parle et on le résout. Sylvain mène donc une vie classique de lycéen. Et rien dans son histoire ne laissait présager un tel drame. La priorité pour les enquêteurs est alors de retrouver Luc, qui est toujours en fuite. Et ce dernier ne va pas tarder à se manifester. C'est Véronique, sa mère, qui réceptionne son message. Il m'envoie un SMS en me disant « J'ai fait une bêtise ». Je le rappelle et il ne répond pas. Donc je lui envoie un SMS et je lui dis « Rappelle-moi ». Au téléphone, encore sous le choc, Luc explique à sa mère qu'il vient de commettre l'irréparable. Véronique, qui comprend tout de suite que la situation est grave, envoie sur le champ son compagnon pour récupérer son fils. Et arrivé là-bas, elle a discuté avec lui et puis il lui a dit il faut se rendre direct à la gendarmerie. Au début, il ne voulait pas trop, Luc. Et puis, en discutant au bout de 5 minutes, et quand ils sont arrivés devant la gendarmerie, il a dit oui, t'as raison, il faut que je me rende tout de suite. Alors, Luc avouera-t-il avoir agressé Sylvain avec un couteau? Comment l'adolescent expliquera-t-il son geste? Et Muriel reverra-t-elle son fils vivant? À la gendarmerie de Blaye, les enquêteurs de la brigade de recherche s'intéressent désormais de plus près à l'histoire de Luc, 17 ans. Et ils vont découvrir que le jeune homme, originaire du Bordelais, est en proie à de grandes difficultés familiales depuis sa plus tendre enfance. Quand il est né, Luc, son père était en prison pour vol de voiture. Et donc, j'ai accouché toute seule. Et puis moi, je suis tombée en dépression. Donc avec l'assistante sociale, on a fait un placement en famille d'accueil. Une situation très mal vécue par Luc, qui n'a alors que 3 ans. L'enfant se replie donc sur lui-même. Il n'avait pas confiance en lui et il n'avait pas confiance en moi, quoi. Il n'aimait pas les câlins, il avait horreur de ça. Ah non, ça, il fallait pas le toucher. Hein. C'est quelqu'un qu'il fallait pas toucher. Après 10 années passées en famille d'accueil, Luc retourne vivre chez sa mère. L'adolescent de 13 ans retrouve alors ses 2 sœurs aînées. Amandine se souvient qu'à l'époque, son frère avait déjà du mal à se confier. Au début de son adolescence, il est réservé, il ne parle pas. Il est très renfermé sur lui-même. Il se lâche très peu. Donc forcément, il ne dit pas quand ça va pas. Si au fil du temps, Luc trouve sa place au sein de la cellule familiale, l'adolescent reste fermé à toute présence étrangère. Il aimait bien être avec moi, mais qu'avec moi. Voilà. Il ne supportait pas mes copains, il n'avait pas d'affection pour les autres gens. Pour lui, il n'avait pas du tout, il n'arrivait pas à donner de l'affection à personne. Mais contre toute attente, le dernier compagnon de Véronique va parvenir à rentrer dans les bonnes grâces de Luc. Peut-être un des seuls hommes auxquels il s'était attaché va lui faire connaître l'athlétisme. L'athlétisme va être le sport au sein duquel il va exceller. C'est la seule fierté qu'a ce gamin. C'est l'athlétisme. Et les courses de crosse
dont la dernière qu'il fera et où il sera sacré champion de France. Une carrière sportive prometteuse, malheureusement brisée en plein vol. À 12h30, le jour du drame, 1 heure après l'agression de Sylvain, Luc décide de suivre les conseils de sa famille et se rend à la gendarmerie de Blaye. Il a les mains tachées de sang et remettra spontanément le couteau aux gendarmes. Le jeune homme de 17 ans est donc immédiatement placé en garde à vue et il collabore avec les enquêteurs. À partir de là, avec Luc, aucune difficulté. Il reconnaît pleinement les faits. Luc dit tout. Alors, quelles sont les raisons qui ont poussé l'adolescent à commettre un tel acte? Luc avait-il vraiment l'intention de tuer Sylvain? Car ni lui, ni les enquêteurs ne le savent encore, mais cette affaire va très vite prendre une tournure beaucoup plus dramatique. À la gendarmerie de Blaye, 1 heure après l'agression commise au lycée, Luc est en garde à vue. Il livre alors aux enquêteurs son récit des faits. Ce jour-là, le professeur dispense son cours. Les élèves sont attentifs. Il n'y en a pas beaucoup, il y a une dizaine d'élèves. Sylvain suit le cours comme les autres. Tout le monde a le regard qui est focalisé sur ce que le professeur est en train d'expliquer. Mais soudainement, le cours va se transformer en véritable cauchemar. Luc, 17 ans, passe à l'action. Il va sortir ce couteau, déplier ce couteau papillon, le cacher derrière son dos, voir la victime devant lui, voir son cou, voir la veine, et se dire c'est maintenant. Il va frapper à 2 reprises dans le cou avant de s'en aller en courant, de dire ciao à l'ensemble des élèves. Sylvain tombe au sol. Pour les gendarmes, si les faits sont clairs, le mobile reste encore inconnu. Luc leur donne alors la raison de cet accès de violence. Il explique qu'il est victime de raillerie depuis quelque temps, qu'il ne supporte plus et qu'il a décidé de passer à l'acte et de tuer Sylvain, qu'il considérait comme le plus difficile avec lui. Il va être débordé par ses émotions et ce jour-là, il s'est dit il faut que ça cesse. C'est lui ou moi. L'adolescent est alors mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. Au même moment, à l'hôpital, Sylvain, 15 ans, est toujours entre la vie et la mort. Et son état ne cesse de s'aggraver. Si bien que le 21 mars 2013, 2 jours après les faits, Muriel et son fils aîné vont malheureusement devoir se résoudre au pire. On ne sait pas pour combien de temps il va rester branché, mais ça ne va pas durer. Et nous sommes restés tous les deux, la main posée sur le torse de Sylvain, jusqu'à ce que son dernier souffle le quitte. Une mort tragique qui bouleverse toute la commune du Bordelais. Ah mais l'ambiance à Blaye est terrible. Peut-être ça a plus d'ampleur dans une petite ville où on se connaît, où tout le monde la connaît, la mère, où le gamin, on le voit. Et des gens qui n'ont jamais eu d'histoire, jamais eu de problème, on ne pouvait pas imaginer cette situation. Donc naturellement, ça touche parce que ce sont des mineurs. Ça touche parce que ça se passe dans l'enceinte scolaire, qui est une enceinte où normalement, on se dit que lorsqu'on a ses enfants à l'école, lorsque ses enfants sont au lycée, au moins on est protégé. Sous le choc, élèves, parents et professeurs se recueillent devant le lycée professionnel de Blaye. L'écho est national.
Le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, vient au sein de l'établissement pour apporter son soutien. Et donc, on a un moment, c'est vrai, là, qui est très fort. Je suis venu, dans le fond, au nom de nous tous, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose. On fera des choses pour prévenir, mais aujourd'hui, pour leur dire que nous sommes tous avec eux et que nous les accompagnons à la fois dans leur douleur et dans leur émotion. À la gendarmerie de Blaye, l'instruction est en cours et les enquêteurs cherchent à comprendre comment Luc, 17 ans, a pu aller jusqu'à tuer un élève de sa classe. Ils creusent alors la piste du harcèlement scolaire évoqué par l'adolescent. Luc a toujours été la cible des railleries de la part de ses camarades, sauf que ces railleries, quand il intègre ce lycée professionnel au mois de septembre 2012, ces railleries sont beaucoup plus dures. Elles sont beaucoup plus sévères entre les élèves. On a également des brimades physiques. Alors, l'adolescent avait-il prévu de passer à l'acte ce jour-là? Pourquoi Luc avait-il un couteau sur lui? Et était-il pleinement conscient au moment des faits? À Blaye, pour comprendre comment Luc a pu atteindre un tel niveau de violence, les gendarmes de la brigade de recherche s'intéressent au passé scolaire de l'adolescent de 17 ans. Et ils découvrent que Luc a toujours eu du mal à s'intégrer. À l'école, les notes, ça allait. Enfin, il a été harcelé à l'école primaire, au collège, il a toujours été harcelé. Tout le temps. Pourquoi tu fais de l'athlétisme, pourquoi tu fais pas du foot? Parce qu'il n'était pas pareil. Il n'a jamais été pareil. Ces attaques répétées ont poussé le jeune homme à changer d'établissement à plusieurs reprises. Luc avait déjà été victime d'harcèlement scolaire l'année précédente au sein d'un lycée général qui était près de Bordeaux. Il n'avait été en cours que 3 semaines et ensuite avait demandé à sa mère de changer de lycée parce que cet enfant, n'ayant toujours pas le verbe pour répondre aux agressions qu'il subit, la seule arme qu'il avait à cette époque était de fuir. La fuite, Luc y songeait encore la veille de la reprise scolaire, 2 jours avant les faits. J'ai senti qu'il n'était pas bien parce qu'il disait qu'il ne voulait pas aller à l'école, il a dit qu'il avait une gastro pour ne pas y aller. Je sentais, mais il a juste dit, il y en a un qui m'embête. Je lui ai dit, tu laisses tomber, c'est pas grave, quoi. C'était un groupe qui lui faisait subir ces brimades. En fait, pour eux, ces jeux de raillerie étaient quasiment des jeux dans la normalité. Sauf que face à un enfant comme Luc, qui est un enfant extrêmement fragile, qui n'a pas la construction psychologique que nous, on peut avoir, on arrive à des drames. Et justement, le 19 mars 2013, jour du drame, durant l'atelier de plomberie, les élèves se seraient une énième fois moqués de l'adolescent. Pour Luc, l'élément déclencheur, d'après les raisons qu'il émet, c'est qu'il a été victime d'une raillerie de trop. Ce mardi 19 mars, Luc était humilié une fois de plus. Mais une fois de plus devant un nouvel élève. C'est tellement trop pour lui qu'il va être débordé par ses émotions. La conscience ne résonne plus à ce moment-là. Un passage à l'acte si soudain qu'il laisse la famille de Luc stupéfaite. Je ne reconnais pas mon frère parce que c'est quelqu'un de tellement discret, tellement réservé. Et là, d'un coup, il se lâche, il pète un plomb, quoi. Et c'est incompréhensible. Je comprends pas. Et je comprends toujours pas pourquoi il a fait ça. Pour les enquêteurs, une question reste en suspens, celle de la préméditation. Luc a-t-il volontairement apporté une arme au lycée ce jour-là? Il découvre alors que l'adolescent collectionne toutes sortes de couteaux depuis des années. Des armes blanches qu'il emportait souvent avec lui. Le fait qu'il ait toujours un couteau sur lui ne démontrait pas qu'il ait pris ce jour-là un couteau après avoir réfléchi à l'idée de tuer Sylvain. D'ailleurs,
Les témoignages des élèves présents dans la classe au moment du drame sont unanimes. Luc semble avoir agi de manière impulsive. Le temps entre la dernière raillerie et le passage à l'acte était trop court. La préméditation n'est finalement pas retenue dans le chef d'accusation. Une semaine après le décès de Sylvain, une marche blanche est organisée dans la commune pour rendre hommage à la jeune victime. On est plus d'un millier à se balader dans les rues de Blaye pour montrer notre présence. On a tous une rose blanche à la main pour montrer qu'on est toujours là malgré ce qui s'est passé et qu'on pensera toujours à lui. À Blaye, nombreux sont ceux qui pleurent la tragique disparition de Sylvain, lui qui s'apprêtait à fêter ses 16 ans. Les amis de Sylvain, très touchés par sa mort brutale, vont même écrire un rap en mémoire de leurs camarades. On t'a toujours aimé, j'ai déposé des fleurs, des larmes, tout ça pour t'honorer. Il priera pour nous, c'est un ange avec un grand S, il veillera sur nous pour que notre amour ne cesse. Mon frère, je t'aime, repose en paix, sache que même au ciel, on ne t'oubliera jamais. Je pense toujours à lui, je pense au moment qu'on a passé avant. J'essaie toujours de me rappeler que c'était quand même un garçon qui adorait ses amis, qui adorait être présent pour tout le monde. Et c'est pour ça que savoir que aujourd'hui il est parti, pour moi c'est pas possible. Enfin, c'était un frère, c'était quelqu'un de la famille. Et j'arrive pas à m'en remettre. Alors, comment se déroulera le procès à venir de Luc? Les jurés lui trouveront-ils des circonstances atténuantes? Et quel sera le ressenti des deux mères de famille à l'annonce du verdict? Le 19 mars 2015, 2 ans jour pour jour après le drame, Luc, 17 ans au moment des faits, comparaît pour le meurtre de Sylvain devant la cour d'assises des mineurs de Gironde, à Bordeaux. L'audience est à huis clos. L'ambiance est pesante. On sent la douleur de la famille de la victime qui va rester extrêmement digne tout le long de ce procès. La mère de Sylvain s'apprête à voir Luc pour la première fois. Depuis le décès tragique de son fils de 15 ans, Muriel et son fils aîné attendent des réponses. Vous avez une mère et un frère qui ne peuvent pas comprendre comment cette personne qui présente bien, qui est dans le box des accusés, qui est très jeune, a pu porter ce coup de couteau. Un ado qui raconte sa vie, qui se fait passer pour une victime, alors que la victime, c'est pas lui. Donc déjà, je dis, là, on est mal barré. Du côté de la famille de Luc, l'accusé de 19 ans, l'appréhension est également à son comble. C'était lourd, j'ai pleuré 50 millions de fois. Puis aller à la barre, parler, on ne connaît pas, c'est très, très difficile, quoi. Puis surtout, j'avais peur de voir la mère de Sylvain, le mère et le père de Sylvain. Ça me hantait de les voir. Je me disais, oh là là, ça me hantait plus que tout. Dans le box des accusés, Luc a la tête baissée. La cour s'intéresse alors à son profil psychologique. Un expert a examiné à plusieurs reprises Luc et a conclu qu'il y avait une absence momentanée de discernement au moment de son acte. Il dira de Sylvain « Je voulais le tuer, mais pas qu'il meure. Je voulais tuer ses brimades. Je voulais tuer ses injures. » Voilà ce que ça veut dire. Le lendemain, le verdict tombe. Luc, alors âgé de 19 ans, est condamné à 7 ans de prison, assorti de 7 années de suivi socio-judiciaire.
Le harcèlement scolaire dont l'accusé a été victime au lycée a finalement été reconnu. La victime reste incontestablement dans ce dossier Sylvain, mais Luc l'est d'une certaine manière également. Pour la famille de la victime, la peine prononcée semble bien légère et l'incompréhension est totale. Il prend quoi? Il prend 7 ans. Avec un suivi socio-judiciaire. Non mais c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. Du côté de la famille de l'accusé, c'est une double déchirure. Moi, je m'en suis voulu, ah oui, beaucoup. Je dis que c'était de ma faute parce que je ne l'avais pas vu. S'il avait une meilleure enfance, ça ne serait jamais arrivé. Je dis à cause de moi, et c'est bien ça, je pense toujours, à cause de moi, il y a 2 vies de foutues, celle de Sylvain, c'est bien parce qu'il n'est plus là, et celle de Luc, parce que maintenant, c'est la prison. Aujourd'hui, à Blaye, 4 ans après le décès tragique de Sylvain, la vie continue pour les habitants et les proches de l'adolescent. Même si certains pleurent encore, et pour longtemps, la disparition du jeune homme. Quant à Muriel, elle ne parvient toujours pas à accepter la mort de son fils. C'est bête à dire, mais pour moi, il est juste parti en vacances. Voilà. Pour moi, j'accepte pas le fait que... Pour moi, il n'est pas décédé. Crime dans le Bordelais se rend à présent sur la presqu'île d'Ambès pour vous raconter l'histoire de Marilène, une mère de famille dont la soirée d'anniversaire va se transformer en véritable cauchemar. Un document inédit pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le destin tragique d'un couple de quinquagénaires qui va mystérieusement disparaître à l'issue d'une soirée romantique. L'histoire d'un crime au scénario machiavélique qui va anéantir toute une famille. On n'aurait jamais imaginé ça. Comment on peut arriver à faire ça, avoir l'idée de faire ça? Il faut vraiment être pas bien dans sa tête, je pense, pour avoir échafaudé tout ça. Elle ne méritait pas ça. Nous sommes à Ambarès et Lagrave, en Gironde, au cœur de la presqu'île d'Ambès. Une région délimitée par 2 cours d'eau, la Garonne et la Dordogne. C'est une petite agglomération à 15 km de Bordeaux à l'ouest, avec un centre-ville assez réduit, par contre qui est étendu sur une grande superficie avec des maisons un peu éparpillées. Il y a à peu près 15 000 habitants, tous les gens se connaissent, c'est une ville paisible où il fait bon vivre. Marilène, 52 ans, réside dans cette commune avec son compagnon et Madeleine, sa mère handicapée. Le 23 octobre 2011, c'est l'anniversaire de Marilène. Véronique, sa nièce, vient donc s'occuper de Madeleine pour que sa tante et son compagnon puissent sortir en amoureux. Vers 21h30, ne voyant pas Marilène arriver, je dis bon, il y a son anniversaire, ça dure un petit peu plus longtemps, je m'inquiète pas, rien du tout. Et elle m'appelle vers 22h pour me dire qu'ils étaient au restaurant, ils payaient leur addition, ils prenaient la route pour rentrer sur Ambarès. Rassurée, Véronique prend congé de Madeleine et rentre chez elle. Mais à 5h du matin, un appel la réveille brutalement. C'est ma grand-mère qui m'appelle pour me dire, un petit peu affolée et un peu inquiète, qu'elle était toute seule dans la maison, que Tati ne répondait pas
et qu'elle avait besoin d'aide. Madeleine, âgée de 72 ans, a une maladie neurologique qui lui rend impossible les gestes les plus simples au quotidien. Véronique se précipite donc sur place. J'arrive, la maison est fermée à clé, je sais où est caché le double de clé, donc je le prends, j'ouvre la porte, je trouve ma grand-mère dans son lit, effectivement toute seule, et personne dans la maison. Pour moi, de suite, c'est pas normal, il s'est passé quelque chose. Paniquée, Véronique mobilise toute son énergie pour essayer de retrouver Marilène et son compagnon, Jean-Pierre. J'appelle papa, j'appelle mon frère, j'appelle mes cousines pour savoir si leur maman ne serait pas venue avec elles. J'appelle quelques hôtels dans le coin, je me dis peut-être qu'ils ont décidé de rester à l'hôtel, je sais pas. Mais sans succès. Véronique et sa famille imaginent alors le pire. Il s'est passé quelque chose et de suite je pense à un accident de voiture. Une journée de fête, un anniversaire, un restaurant, un repas peut-être un petit peu arrosé. Et donc du coup, j'ai un sentiment peut-être d'un accident, je ne sais pas. Et j'appelle les hôpitaux pour savoir s'il n'y a pas eu des personnes qui auraient été emmenées suite à un accident. Mais là encore, ses recherches restent vaines. Vers 9h du matin, Véronique se rend donc à la gendarmerie d'Ambarès et Lagrave pour signaler la disparition inquiétante du couple. Alors, où sont passés Marilène et Jean-Pierre? Pourquoi ne donnent-ils pas de nouvelles à leurs proches? Ont-ils eu un accident ou la réalité est-elle beaucoup plus sordide? À la gendarmerie d'Ambarès et Lagrave, les enquêteurs prennent très au sérieux la disparition de Marilène et Jean-Pierre, qui n'ont pas donné signe de vie depuis 12 heures. Ils commencent alors par examiner les différents relevés en leur possession. Le compte bancaire révèle des sommes dépensées dans un restaurant à Arcachon. Et apparemment, le couple est allé aussi au casino. Marilène et Jean-Pierre ont donc bien passé une soirée romantique sur la côte, comme prévu. Et puis le relevé téléphonique montre qu'il y a eu un dernier appel de Marie-Hélène à 22h, une borne qui était près de la commune du Tech. Le fameux appel à Véronique, lui annonçant leur arrivée imminente. Ensuite, le couple s'est littéralement volatilisé. Sans autre piste, les gendarmes se rendent alors sur le lieu de travail de Jean-Pierre. Ils ont confirmation par les collègues que Jean-Pierre ne s'est pas rendu à son travail. Jean-Pierre ne loupe jamais une journée de travail, c'est quelqu'un de très consciencieux et c'est vraiment pas normal qu'il ne soit pas là un lundi. D'après les proches de Marilène, ce n'est pas non plus le genre de la mère de famille de s'éclipser de la sorte sur un coup de tête. Marie-Hélène n'est pas un être fantasque. C'est une femme solaire, généreuse, joyeuse, mais pas fantasque. Elle est fiable, elle est là d'ailleurs, elle sait être là pour ses proches, elle est là pour sa mère, elle est là pour ses filles, ses 4 filles, elle est là pour son neveu, sa nièce, pour son frère. Tout le monde peut compter sur Marie-Hélène. Pour moi, elle sera toujours ma seconde maman, ma meilleure amie. Elle m'a élevée quand mes parents ont divorcé. Elle a fini par prendre sa maman à son domicile, donc une personne vraiment pour les autres. En se penchant sur leur histoire, les enquêteurs découvrent que si Marilène et Jean-Pierre se connaissent depuis plus de 10 ans, ce n'est que depuis 2 ans qu'ils sont en couple. Jean-Pierre faisait partie de l'entourage familial du premier époux de Marie-Hélène. Et lorsqu'il y a eu des dissensions dans le couple, lorsqu'il y a eu une séparation, il y a eu un rapprochement entre Marie-Hélène et Jean-Pierre. Le jeune couple file alors le parfait amour. 2 mois plus tôt, Jean-Pierre a même accepté d'accueillir la mère de Marilène à la maison. Et justement, la septuagénaire fait une confidence intéressante aux enquêteurs.
la mère de Marie-Hélène, fait état d'une dispute qui a eu lieu le samedi, la veille. Jean-Pierre et Marie-Hélène se disputent et Marie-Hélène menace de quitter Jean-Pierre à cause de sa jalousie qui devient invivable. Fort de ce nouvel élément, les gendarmes effectuent une perquisition au domicile du couple. Durant cette perquisition, ils découvrent 2 éléments importants. Ils découvrent d'abord un dictaphone avec des enregistrements dessus et aussi une pièce papier qui est un acte de propriété. Et cet acte de propriété, c'est une adresse qui est tout à côté du domicile perquisitionné. Alors, que vont révéler l'analyse de ces documents? Que vont découvrir les enquêteurs en se rendant sur cette propriété? Et surtout, Marie-Hélène et Jean-Pierre sont-ils toujours vivants? Le 26 octobre 2011, 3 jours après la disparition du couple, les gendarmes sont dans une impasse. Et ils décident de se rendre à l'adresse indiquée par l'acte de propriété, retrouvé à leur domicile. Ils frappent à la porte assez bruyamment d'ailleurs, en insistant, en disant voilà, c'est la gendarmerie. Ils obtiennent pas de réponse, c'est la raison pour laquelle ils rentrent dans ce domicile. Mais la maison est déserte. Les enquêteurs font alors le tour de la propriété et découvrent, à l'arrière, un garage. Ils pénètrent dans le garage et ils découvrent un véhicule qui est là, avec à l'intérieur du véhicule 2 corps qui semblent inanimés. Sur le siège passager, gît le corps inerte de Marie-Hélène. Ses mains sont attachées à la poignée intérieure de la voiture. Jean-Pierre est à ses côtés, avec un sac plastique sur la tête. Ils ouvrent la portière. La première chose qu'ils ressentent, c'est une odeur de gaz qui est très forte et qui provient probablement de la bouteille de gaz placée entre les 2 corps. En se rapprochant du corps de Jean-Pierre, les gendarmes constatent alors avec stupeur que l'homme de 56 ans respire encore. Il a perdu connaissance ou il est inerte, donc ils essayent de le ramener rapidement à ses esprits. Et là, une réaction qui pourrait paraître presque disproportionnée et qui amène donc les services de gendarmerie à essayer de le canaliser en le plaquant sur le sol du garage. Très étonnés de l'agressivité de Jean-Pierre, les gendarmes l'emmènent au poste. En revanche, pour Marie-Hélène, il est trop tard. La femme de 52 ans a rendu l'âme avant l'arrivée des secours. Pour comprendre ce qui s'est passé dans ce garage, les enquêteurs fouillent alors le véhicule. Ils ouvrent le coffre et dans ce coffre, ils trouvent une autre bouteille de gaz, sauf que celle-ci est vide. Et puis, ils trouvent aussi une lettre de Jean-Pierre qui revendique le suicide collectif du couple. Au même moment, par un malheureux concours de circonstances, Véronique passe sur la route, à proximité. Je vois des gyrophares partout, des ambulances, des gendarmes. Sur le coup, j'ai pas forcément pensé à ça. Je dis il y a peut-être un accident. Et il y a un des gendarmes qui me voit et que je connais très bien, qui me demande de me calmer, de rester en retrait parce que c'est en fin de compte le corps de ma tante qu'on vient de retrouver. Et là, pour moi, le monde s'est écroulé. Parce qu'il fallait maintenant que je l'accepte, mais il fallait prévenir les autres. Et là, ça a été dur. Les enquêteurs parlent alors à Véronique de cette fameuse lettre de suicide collectif. Mais la nièce de la victime a du mal à y croire. Marie-Hélène n'avait absolument pas d'intention suicidaire, bien au contraire. Elle avait l'envie de vivre tout simplement, déjà ne serait-ce que pour ses filles, dont elle était très proche,
ses petits-enfants, parce qu'elle avait quand même 10 petits-enfants. Et puis pour sa maman, elle n'aurait pas pu laisser sa maman comme ça du jour au lendemain, c'est pas possible. Mais alors, que s'est-il réellement passé dans ce garage? Le couple a-t-il vraiment voulu mettre fin à ses jours? Les gendarmes sont impatients d'entendre la version de Jean-Pierre pour lever le voile sur cette mystérieuse affaire. À la gendarmerie d'Ambarès-et-Lagrave, les enquêteurs s'intéressent de plus près à l'histoire de Jean-Pierre. Très vite, ils s'aperçoivent que l'homme de 56 ans n'a pas eu la vie facile. Son père est alcoolique et violent, il a perdu sa maman assez jeune et alors qu'il gagne son premier salaire, son père lui prend son salaire et le met à la porte. Jean-Pierre effectue alors son service militaire, puis enchaîne les petits boulots jusqu'à devenir chauffeur routier à l'âge de 25 ans. Côté cœur, ce n'est pas simple non plus. Jean-Pierre va faire sa vie avec une femme, puis il va rompre avec cette femme et se mettre en couple avec sa belle-mère. Il va vivre avec sa belle-mère pendant plus de 14 ans. Jusqu'en 2008 où là, il va rencontrer Marie-Hélène et il va s'installer avec Marie-Hélène. Le quinquagénaire montre alors un autre visage. Il devient extrêmement jaloux. Si bien que la cohabitation se transforme vite en un véritable cauchemar. Quand Marie-Hélène est toute seule à son domicile, lui, il va s'imaginer qu'elle n'est pas toute seule, mais qu'on profite pour recevoir un ou des hommes. Donc il va placer à l'entrée de la maison un dictaphone qu'il va laisser enregistrer. C'est un dictaphone de poche qui n'est pas de grande qualité. Les bruits sont inaudibles, sont ininterprétables. Pour autant, lui, avec son esprit jaloux, il va les interpréter. Et pour lui, c'est la preuve que Marie-Hélène a une relation avec un autre homme. Alors, Jean-Pierre aurait-il tué sa femme, puis maquillé son crime en suicide? À la gendarmerie d'Ambarès-et-Lagrave, il est sommé de s'expliquer sur les événements du 23 octobre. Pour Jean-Pierre, c'était une belle journée. Ils ont commencé à aller sur la plage, au bord de l'océan, à Biscarrosse. Puis ensuite, ils ont été au casino d'Arcachon. Et puis enfin au restaurant, où ils ont mangé un plateau de fruits de mer. C'était un bon repas. Tout se passait bien. Il y a eu un gâteau d'anniversaire à la fin du repas. Le couple prend alors la route du retour. Mais Jean-Pierre a une idée derrière la tête. Il va prendre un petit chemin sur le côté et va s'arrêter dans une petite clairière, pas non loin de la route, mais un peu quand même à l'écart de la route. Jean-Pierre veut s'expliquer en tête-à-tête avec sa compagne. Il la soupçonne de le tromper. Tout de suite, effectivement, c'est les accusations. Il va falloir qu'elle avoue qu'elle a un amant. Et il lui dit, j'ai une preuve. J'ai une preuve, j'ai l'enregistrement. On t'entend avec lui. Marie-Hélène va contester, elle va protester. Et pour autant, il ne veut rien entendre. La situation dégénère. Marie-Hélène est prise au piège. Pour Marie-Hélène, ça commence à être une situation plutôt dangereuse. Jean-Pierre est très énervé, il est violent. Il lui dit, puisque c'est comme ça, nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire, et maintenant ça va être pour le pire. L'homme de 56 ans explique alors aux enquêteurs avoir attaché les mains de Marie-Hélène avec sa ceinture, puis être allé chercher une bouteille de gaz dans le coffre. Jean-Pierre est avec cette bouteille de gaz, il ouvre le clapet, le gaz se répand dans l'habitacle et Marie-Hélène commence à suffoquer ainsi que Jean-Pierre. La voiture est fermée. Selon Jean-Pierre, tous deux passent plusieurs heures dans la voiture, envahie de gaz. Après 12 heures d'exposition, Marie-Hélène succombe. Mais son compagnon, lui, est toujours vivant
et la bouteille de gaz est vide. Jean-Pierre a alors une idée. Il dit qu'il se rend dans ce garage parce qu'il y a une autre bouteille de gaz qu'il va pouvoir utiliser pour à son tour mettre fin à ses jours. Simplement, là, on est lundi soir 18h. Et en 48 heures, il n'arrive pas à mettre fin à ses jours. Hein. À l'issue de sa garde à vue, Jean-Pierre est placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Saint-Martin-de-Ré. Alors, le quinquagénaire a-t-il vraiment voulu mettre fin à ses jours? A-t-il raconté toute la vérité aux enquêteurs? Et que va révéler l'autopsie du corps de Marilène? Le 2 novembre 2011, 8 jours après la découverte du corps de Marilène, une autopsie est réalisée au CHU de Bordeaux. Il est confirmé que Marilène a été asphyxiée par du gaz et en outre que des traces d'ecchymose apparaissent au niveau de sa bouche. En fait, tout prouve que Marilène a été forcée, violentée par deux choses, les contusions sur la bouche et puis aussi des marques au niveau de la clavicule. Donc on aurait maintenu Marilène pour qu'elle inhale ce gaz. Une thèse que réfute l'avocate de Jean-Pierre. Pour elle, les ecchymoses peuvent avoir une autre origine. La seule explication qui n'a pas été malheureusement corroborée par les services médicaux aurait été que Jean-Pierre aurait clapé la bouche avec sa main pour l'empêcher de crier ou de respirer. Mais l'autopsie révèle un autre élément troublant. La quantité de gaz absorbée par la victime est très importante. On n'est pas sur une respiration d'un milieu ambiant, on est sur une absorption massive de gaz. Les concentrations sont extrêmement importantes. Donc ça ne coïncide pas avec les affirmations et les déclarations de Jean-Pierre. Les enquêteurs veulent également savoir pourquoi, après avoir inhalé la même quantité de gaz que Marilène, Jean-Pierre, lui, est toujours en vie. Des examens sont donc réalisés sur le quinquagénaire. Ce qui effectivement a surpris les enquêteurs, les médecins et les juges d'instruction, c'est que Jean-Pierre, lui, ne présentait pas la même dose de gaz dans le sang et qu'ensuite, seule Marilène présentait ces traces d'ecchymose sur le contour de la bouche. Les enquêteurs ont alors de sérieux doutes sur la version donnée par Jean-Pierre. Pour y voir plus clair, en décembre 2011, une reconstitution est organisée à la gendarmerie d'Ambarès et La Grave. Donc on a fait revenir la voiture, on a également mis un cadre contraint, la reconstitution a été filmée. Et un premier élément met à mal la version de Jean-Pierre. On constate que pour être asphyxié dans cette voiture, il faudrait à peu près de longues heures. Après avoir passé plus de 2 jours dans l'habitacle, Jean-Pierre avait donc tout le temps de succomber au gaz toxique. Cette reconstitution démontre aussi que Jean-Pierre a maquillé ce crime. C'est bien Jean-Pierre qui a tué Marie-Hélène en la forçant à respirer du gaz. Pourtant, face à l'évidence, l'homme de 56 ans persiste à nier. Il va contester cette version, il va maintenir sa version initiale avec effectivement le fait qu'il a exposé Marilène au gaz pendant une période de temps de 12 heures à 15 heures jusqu'à son décès. Mais pour les gendarmes, l'intention d'homicide ne fait plus de doute. Quant aux proches de Marilène, quand ils apprennent le déroulé des faits, ils sont sous le choc. Déjà, l'imaginer la tuer, non. Pour moi, c'était inconcevable. Et le scénario et tout ce qui s'ensuit, tout ce qu'on apprend par la suite, non. Là, vraiment, on n'aurait jamais imaginé ça. Jamais, jamais. Et je me dis, mais comment on peut arriver à faire ça, avoir l'idée de faire ça? Il faut vraiment être pas bien dans sa tête, je pense, pour
avoir échafaudé tout ça. Elle ne méritait pas ça. Alors, quelle sera l'attitude du mari meurtrier face au juré? Jean-Pierre campera-t-il sur sa position ou passera-t-il aux aveux? Le procès saura-t-il répondre aux besoins de justice de la famille de Marilène? À la cour d'assises de Bordeaux, le procès de Jean-Pierre s'ouvre le 24 octobre 2016, soit 2 ans, jour pour jour, après la mort de Marilène. Un hasard du calendrier qui accroît la douleur des parties civiles. Normalement, c'est un jour auquel ils se rapprochent de la mémoire de celle qui est disparue, ils se rappellent d'elle, ils se rappellent que c'est son anniversaire, qu'elle aurait dû avoir ce jour-là 56 ans. C'est pas un jour où ils se rendent à la cour d'assises pour y voir juger son assassin. Mais le face-à-face avec Jean-Pierre est redouté par la famille. Cette dernière le tient responsable de la disparition de Madeleine et de 2 autres membres de la famille qui ont perdu la vie à la suite de cette affaire. Et pour moi, c'est lui dire qu'il est coupable d'abord d'avoir tué ma tante, mais pour moi, il est coupable d'avoir tué ces autres personnes-là aussi. Et je me suis dit que le jour du procès, je serai présente au procès et que je le regarderai droit dans les yeux, que je ne le lâcherai pas. Et je ne l'ai pas lâché pendant les 2 jours du procès. Ça a été très dur, très très dur. Dans le box des accusés, Jean-Pierre ne montre aucune émotion et n'exprime aucun regret vis-à-vis de ses actes. Il est resté, on va dire, de marbre, à rien regretter. Et moi, il y a une phrase qui m'a marquée, c'est qu'il a dit que si c'était à refaire, il le referait. Et quand vous entendez ça, le monde s'écroule une autre fois. Quand quelqu'un tue sa compagne, très souvent, on parle de crime passionnel. Là, il est froid. Il n'y a pas d'émotion, si ce n'est la haine qui transparaît de temps en temps. Mais on est sur quelqu'un qui va calculer, qui va préméditer. Donc on n'est pas dans un crime passionnel, on est dans un crime de haine. Pendant les 2 jours du procès, le sexagénaire garde le même système de défense. Notre stratégie était de soutenir de plus fort la volonté de Jean-Pierre, qui était de terminer ses jours, un petit peu comme Roméo et Juliette, de terminer ses jours et de se suicider ensemble. Des déclarations qui ne convainquent pas les jurés. Au terme d'un procès riche en émotions, Jean-Pierre est condamné à 22 ans de réclusion criminelle. Une fin qui laisse un goût amer à la famille de Marilène. Pour moi, 22 ans, pour avoir pris la vie de ma tante, 22 ans, c'est pas suffisant. Pour moi, il fallait qu'il y reste la vie. Aujourd'hui, à Ambarès et La Grave, le décès tragique de Marilène est encore dans tous les esprits. Sa famille peine à tourner la page. Quant à Véronique, elle reste hantée à tout jamais par le souvenir de cette journée d'automne 2011. Je peux plus regarder de photos et j'ai un sentiment de culpabilité. Je me dis que si je leur avais pas proposé ce 23 octobre si j'avais pas proposé de venir la remplacer pour son anniversaire, pour qu'elle puisse profiter de sa journée avec lui, je me dis qu'elle serait peut-être toujours là. Crime dans le Bordelais vous propose maintenant de revenir sur le destin tragique d'un homme retrouvé démembré dans une rivière. Une affaire mystérieuse qui va donner du fil à retordre aux enquêteurs. Voici ce document inédit pour Crime.
Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire terrifiante d'un corps retrouvé découpé en morceaux dans une rivière du Bordelais. Un crime aussi sordide qu'énigmatique qui va faire trembler toute une région. Ça souffle sur les esprits comme un véritable cyclone. On parle que de ça. Les gens s'interrogent énormément, se posent mille questions. Ça murmure partout et ça frissonne partout autour de cette affaire. Nous sommes au Billot, un village à 45 km de Bordeaux. Dans cette commune du Bordelais, les quelques 1180 habitants profitent d'une vie tranquille, loin du tumulte de la ville et de ses préoccupations. C'est une commune qui est entourée des vignobles prestigieux, Pomerol, Saint-Émilion, la Lande de Pomerol. Il s'agit d'une commune très paisible, où les gens se connaissent tous et où effectivement il fait bon vivre. Pourtant, le 4 juin 2006, dans la matinée, un groupe de pêcheurs va avoir le choc de sa vie. Vous avez des pêcheurs qui sont tranquillement en train de taquiner le goujon sur la rivière de l'Isle et qui vont remonter dans leur barque une jambe. Face à cette macabre découverte, ils préviennent aussitôt la gendarmerie. La section de recherche de Bordeaux prend alors la tête des investigations. Immédiatement, d'importants moyens sont déployés. Des plongeurs interviennent pour essayer d'aller fouiller la rivière en amont et en aval pour voir s'ils trouvent d'autres morceaux humains au fond de l'eau. Un travail minutieux et fastidieux, puisqu'il s'agit de passer au peigne fin 2 km de rivière opaque. Dans leur tâche, les plongeurs sont aidés par un hélicoptère. Des pêcheurs du Libournais viennent également prêter main forte et les recherches finissent par payer. Très rapidement, d'autres membres humains vont être découverts. D'abord un bras, puis un morceau d'un autre bras. Et enfin, il va être repêché et découvert un tronc humain qui est enfermé dans une poche poubelle. On va en quelques jours reconstituer le puzzle d'un corps humain avec tout ce que ça peut avoir d'effrayant, d'épouvantable. Mais pour les enquêteurs, un premier problème se pose, celui de l'identification de la victime. Car les bras retrouvés dans la rivière n'ont pas de main, et donc pas d'empreinte. Il n'y a pas de tatouage particulier. Ils n'ont pas retrouvé la tête, donc il n'y a pas la mâchoire ne peut pas indiquer de qui il s'agit. Alors, à qui appartiennent ces membres humains? Que révélera l'autopsie? Et surtout, qui est à l'origine de ce crime? À l'Institut médico-légal de Bordeaux, l'autopsie s'avère difficile, tant l'état de putréfaction des morceaux de corps retrouvés dans la rivière est avancé. Les analyses permettent de situer à peu près le moment où ils ont été jetés à l'eau. Et il apparaît assez rapidement qu'ils ont séjourné depuis plusieurs jours, mais probablement moins d'une quinzaine de jours. Le médecin légiste conclut que les membres repêchés appartiennent tous à une seule et même personne et qu'ils ont été découpés post-mortem. Très vite, il établit les causes de la mort. Le tronc humain est lardé de 38 coups de couteau. Dans le village, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Ça souffle sur les esprits comme un véritable cyclone. On parle que de ça. Les gens s'interrogent énormément, se posent mille questions. Ça murmure partout et ça frissonne partout autour de cette affaire.
Mais l'identité de la victime est toujours un mystère. Les gendarmes, qui manquent d'indices, font appel à la presse afin de relayer leurs recherches. Et cette médiatisation va rapidement porter ses fruits. Le 11 juin 2006, une semaine après la découverte des premiers membres, une femme se présente à la gendarmerie de Libourne. Les semaines ont passé, elle a pas de nouvelles de son frère. Et lorsque elle va entendre parler de cette affaire, de la diffusion qui va avoir lieu par la presse, elle va avoir un déclic, parce qu'elle n'ose pas l'imaginer, mais il y a un télescopage qui se fait dans son esprit. La femme signale la disparition inquiétante de son frère, Raoul, 53 ans, qui réside à Minzac, soit une trentaine de kilomètres de l'endroit où a été retrouvé le corps. Sa famille n'a plus de nouvelles de lui depuis le 18 mai 2006, veille de son départ en voyage. Il devait rentrer le lundi, jour férié, pour reprendre son boulot le mardi matin. Or, le mardi matin, non seulement il n'a pas repris le travail, mais il n'a pas téléphoné, il n'a pas prévenu rien, ce qui était assez inquiétant. Un comportement qui ne ressemble pas aux habitudes de Raoul, d'ordinaire si sérieux et ponctuel. Le 19 mai, le quinquagénaire devait s'envoler vers le Maroc pour 2 semaines de vacances. Mais un détail pour le moins étrange va susciter l'inquiétude de ses proches. Les parents sont alertés par un voisin qui était la personne qui devait conduire Raoul à l'aéroport pour prendre son vol pour le Maroc. Et lorsque celui-ci s'est présenté devant le domicile de Raoul, on est le 19 mai au matin. Il a trouvé porte close avec un mot « Je m'excuse, je suis parti plus tôt » et il va signer, mais la signature sur ce papier, sur ce manuscrit, n'est pas celle qu'il a l'habitude de signer. Et l'angoisse de la famille de Raoul est amplifiée par un autre élément troublant. Des messages avaient été reçus par sa famille indiquant qu'il était bien au Maroc et qu'il aurait eu un accident au Maroc. Selon ses correspondances, Raoul aurait donc eu un accident de voiture quelques jours avant son retour du Maghreb, ce qui l'aurait contraint à rester sur place. Sauf que la famille est très sceptique, très réservée sur l'auteur réel de ces messages, parce que la formulation n'est pas celle de Raoul, parce qu'ils ne reconnaissent pas le ton, les mots qui sont habituellement utilisés par celui-ci. Alors, Raoul est-il bien la victime retrouvée dans la rivière? Si c'est le cas, quelles sont les circonstances exactes de sa mort? Et qui est cette personne qui se ferait passer pour lui? À l'Institut médico-légal de Bordeaux, les résultats de la comparaison ADN tombent. Le corps retrouvé découpé en morceaux dans la rivière est bien celui de Raoul. Pour la famille de la victime, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. Vous pouvez imaginer le désarroi, la tragédie pour cette famille, pour ses parents, pour ses enfants, bien sûr, pour ses frères et sœurs. Ils vont mettre beaucoup de temps pour réaliser. À la gendarmerie de Bordeaux, les enquêteurs s'intéressent alors de plus près à la vie de l'homme de 53 ans. Originaire de Dordogne, Raoul est issu d'une fratrie de 6 enfants et travaille comme cantonnier pour la mairie de Minzac depuis près de 25 ans. Raoul est très proche de sa famille. Il prend le café tous les jours avec ses parents qui habitent en proximité. C'est un homme qui est très proche de ses frères et sœurs. Et c'est quelqu'un de très apprécié dans le village parce qu'il est toujours prêt à rendre service, très généreux. Tout le monde l'appelait Mimi. Et à la commune, c'était un homme qui savait tout faire. Il était à la fois maçon, électricien, mécano. Il savait pratiquement tout faire, mais son dada, c'était des espaces verts. Divorcé et père de 2 enfants, Raoul est à la recherche de l'amour. Ainsi, depuis 3 ans, le quinquagénaire a souvent recours aux petites annonces dans le but
de faire des rencontres. Alors dans un premier temps, il a répondu à une annonce matrimoniale et il a fait la connaissance d'une Marocaine qui habitait à Libourne. Ça n'a pas marché du tout avec elle, mais c'est là qu'il a fait la connaissance avec son frère, Aziz. Il est devenu ami avec lui. Et c'est Aziz qui lui a dit « Je vais te trouver des femmes, pas de problème, tu vas venir avec moi au Maroc ». Et il est allé au Maroc avec lui. Car Aziz organise des mariages blancs pour faire rentrer légalement des ressortissantes marocaines sur le territoire français. En 2004, il semble que Raoul ait enfin trouvé chaussure à son pied. Raoul a rencontré une femme par l'intermédiaire de Aziz, avec laquelle il est convenu qu'il se marie. Pour des raisons qui sont inconnues, Raoul change d'avis et informe son ami Aziz de ce qu'il renonce à ce projet. Or, cette union a été scellée par un accord financier de plusieurs milliers d'euros. Une somme importante qu'Aziz doit donc rembourser à la famille de la promise. Cette situation, pour le moins désobligeante, va faire naître des soupçons chez les proches de Raoul, qui parlent d'Aziz comme d'un homme louche. Un couple à Bayonne, chez qui se rendaient fréquemment Aziz et Raoul lors de leur périple marocain, va indiquer que la dernière fois, Raoul leur aurait dit qu'il avait très peur de Aziz et que si jamais il devait lui arriver quelque chose, il fallait que les soupçons se portent sur Aziz, car ce serait certainement lui qui aurait commis le méfait qu'il craignait. L'étau se resserre sur Aziz. Les gendarmes diligentent donc une enquête de personnalité. D'origine marocaine, l'homme de 38 ans vit en concubinage avec une jeune femme de 29 ans. Et visiblement, il est loin d'être un bon samaritain. On sait qu'il tape ses frères et sœurs, il tape sa compagne bien entendu. On sait également qu'il a tapé ou qu'il a levé la main sur sa mère, ce qui fait que l'entourage ayant décrit leurs frères, fils et compagnons comme étant particulièrement violents. Côté professionnel, le portrait d'Aziz n'est pas plus reluisant. Il n'a pas de revenus légaux, il ne travaille pas, il vit de mariages blancs, enfin de l'argent des mariages blancs. Il vit également, semble-t-il, de quelques trafics de radio, etc., entre la France, ou de voitures même peut-être, entre la France et le Maroc. En parallèle, les gendarmes soumettent le mot découvert sur la porte de la victime à des experts graphologues. La première expertise va donner comme conclusion que c'est peut-être Raoul qui l'aurait écrit, mais en tout cas pas de façon libre. Il aurait été soit imposé, soit contraint. Et les deux autres expertises vont au contraire aller vers vraisemblablement un écrit de la part d'Aziz. Alors, Aziz s'en est-il pris à Raoul? Les proches du cantonnier ont-ils raison de se méfier de lui? Et l'argent est-il vraiment le mobile du crime? À Mainzac, les enquêteurs bordelais perquisitionnent le domicile de Raoul à la recherche d'indices. Mais ils ne trouvent aucune trace de lutte dans l'appartement. L'enquête ne permet pas de retrouver de sang, de retrouver d'éléments matériels qui permettent de comprendre ce qui s'est passé après ce 18 mai. Toutefois, le domicile de la victime semble avoir été visité. Ils vont constater que certains biens ont disparu, comme par exemple son téléphone fixe qui a disparu, sa voiture. Pour en savoir plus, les gendarmes s'intéressent alors au relevé téléphonique de la victime. La dernière personne à avoir communiqué avec Raoul est une femme d'origine marocaine. Celle-ci confirme la conversation téléphonique qu'elle a eue avec Raoul le soir du 18 mai et elle va donner un détail précieux pour l'enquête. Elle va expliquer que la conversation a été interrompue parce que quelqu'un a frappé tard le soir à la porte de Raoul, qui est donc allé ouvrir. Et à partir de ce moment-là, la conversation a été coupée et elle n'a plus réussi à le contacter.
Les enquêteurs de la section de recherche de Bordeaux essaient alors de retracer l'emploi du temps de Raoul. Ils se renseignent auprès des douanes pour savoir si le cantonnier a effectué son voyage au Maghreb comme prévu. En réalité, Raoul n'a pas pris l'avion ce 19 mai, n'est pas rentré au Maroc et donc celui-ci a bien disparu dans la nuit du 18 au 19 mai. Pourtant, les relevés téléphoniques et bancaires de Raoul, 53 ans, font état de communications passées depuis l'étranger. Et ce, même à des dates ultérieures à la découverte des premiers membres. Malgré tout, des messages vont continuer d'être envoyés depuis le Maroc à la famille de Raoul, dont on sait d'ores et déjà qu'il est décédé. Par ailleurs, sa carte bancaire fonctionne et des utilisations de cartes apparaissent, encore une fois, au Maroc. Quelqu'un s'est donc servi du téléphone et de la carte bancaire de la victime après sa mort. Les enquêteurs comparent alors ces mouvements au déplacement d'Aziz. Il se trouve que les téléphones sont utilisés en même temps qu'il descend vers le Maroc et les retraits sont effectués au moment où il se trouve en Espagne, au moment où il se trouve au Maroc. Plus accablant encore, les gendarmes découvrent que plusieurs cartes SIM ont été introduites dans le téléphone de la victime. Et l'une d'elles appartient à la compagne d'Aziz. Les enquêteurs bordelais décident donc de placer Aziz et son entourage sur écoute. Une stratégie qui s'avère payante. C'est le moins qu'on puisse dire, puisque notamment le frère d'Aziz va adresser un message téléphonique au terme duquel il indique que c'est Aziz qui a tué Raoul. Alors, Aziz a-t-il réellement éliminé Raoul? Pourquoi aurait-il décidé de tuer son ami? Quelles explications donneront Aziz et sa compagne aux forces de l'ordre? Le 26 septembre 2006, 4 mois après la mort de Raoul, les gendarmes interpellent Aziz et sa concubine à leur domicile bordelais et effectuent une perquisition. Les enquêteurs retrouvent des cartes SIM de différentes personnes qui ont été insérées dans le téléphone de Raoul. Preuve supplémentaire. Le couple est placé en garde à vue. Interrogée séparément de son conjoint, la jeune femme ne tarde pas à se livrer. Elle explique les violences auxquelles elle est soumise régulièrement. Elle explique la terreur que lui inspire cet homme, avec lequel elle essaie de rompre, dit-elle aux enquêteurs, depuis plusieurs mois. Et dans ce contexte, elle se serait rapprochée de Raoul, avec lequel elle partageait les voyages en voiture pour se rendre au Maroc, et avec lequel, semble-t-il, elle a développé une complicité nouvelle qui, incontestablement, n'a pas échappé à Aziz. Raoul et la compagne d'Aziz envisageaient même de s'installer ensemble. Pour les gendarmes, après le différend financier, un nouveau mobile se dessine, celui de la jalousie. Une hypothèse confirmée par la suite de l'interrogatoire de la jeune femme. Elle déclare qu'effectivement, Aziz lui a bien dit « j'ai tué Raoul ». Et pour finir, il lui indique « il est avec les poissons ». Dans le bureau d'à côté, Aziz, lui, se montre bien moins prolixe. Aziz, lorsqu'il est auditionné, adopte une attitude radicale. Il conteste toute implication dans la disparition de Raoul. Puis il va se fermer comme une huître. C'est une position d'ailleurs qui va lui coûter. Face aux différents éléments à charge, mis en exergue par les enquêteurs, l'homme de 38 ans ne fournit pas plus d'explications. Il aura des difficultés à répondre à certaines questions, comme par exemple celle de savoir pourquoi il est le seul à ne pas avoir tenté de joindre Raoul
avec lequel, on le sait, il avait des relations fréquentes, pourquoi il est le seul à compter du 19 mai à ne pas avoir cherché à le contacter par téléphone? Aziz nie tout en bloc, jusqu'à sa relation avec sa concubine. Il dénie que c'est même sa compagne, puisqu'il va dire dans un premier temps que c'est sa cousine. Après, quand on va lui démontrer qu'il a un enfant avec elle, quand on fait l'ADN, on s'aperçoit qu'effectivement il est bien le père, mais il continue à dénier. À l'issue de sa garde à vue, Aziz est donc mise en examen pour séquestration suivie de mort et atteinte à l'intégrité du cadavre de la victime. Sa compagne, quant à elle, est rapidement mise hors de cause. Le juge d'instruction considère ne pas avoir d'éléments suffisants, de charges suffisantes pour renvoyer Ali du chef de non-dénonciation de crime, et elle bénéficie par conséquent d'un non-lieu. Alors, comment se déroulera le procès d'Aziz devant la cour d'assises de Bordeaux? L'homme de 38 ans finira-t-il par avouer le meurtre de Raoul? Et les proches du cantonnier obtiendront-ils enfin les réponses qu'ils attendent? Le 28 février 2011, 5 ans après les faits, le procès d'Aziz s'ouvre devant la cour d'assises de Gironde. Dans la salle, la tension est palpable. Il y a énormément de zones d'ombre, c'est-à-dire que c'est un procès dans lequel on ne sait toujours pas quand exactement Raoul a été tué, on ne sait pas exactement où il a été tué, on ne sait pas combien ils étaient pour le tuer. Au fond, on sait très peu de choses. Sur leur banc, les parties civiles sont confrontées à Aziz pour la première fois. La famille de Raoul découvre Aziz. Ils ont bien entendu beaucoup d'informations le concernant du fait de l'enquête. Et là, ils vont découvrir son visage, ils vont découvrir un homme très silencieux, presque taciturne, qui fuit leur regard. Face aux jurés, l'homme de 43 ans campe sur ses positions. Il n'est pas impliqué de près comme de loin dans le meurtre de son ami, Raoul. Aziz n'apportera aucune information utile au cours de cette audience devant la cour d'assises de la Gironde. Il maintient ses dénégations, il persiste à contester, malgré les enquêteurs qui apportent des éléments objectifs déterminants. Il ne lâchera jamais rien et il persistera dans ses dénégations. Un manque d'explication insupportable pour la famille. Ils ne pourront jamais reconstituer le corps de leur frère puisque tous les membres n'ont pas été retrouvés. Et donc ils se sont résignés à enterrer leur frère tel quel. Ça, c'est quelque chose qui demeure extrêmement douloureux pour eux. Si Aziz reste dans son mutisme, à la barre, son ex-compagne confirme ses accusations. Ces déclarations étaient d'une clarté absolue. C'était bien pour elle une vengeance de la part de Aziz sur Raoul, du fait qu'elle allait quitter Aziz pour aller avec Raoul. Le 4 mars, après 5 jours d'audience, le verdict tombe. Aziz est condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Les proches de Raoul sont satisfaits. La famille considère que c'est une peine juste qui correspond à l'atrocité du crime qui a été celui dont a malheureusement été victime leur frère. La peine, elle est lourde, mais c'est pas ça qui la soulage. Ce qui aurait pu la soulager, c'est de savoir comment leurs parents étaient morts et où ils se trouvaient. À Mainzac, les proches de Raoul tentent de reprendre le cours d'une vie normale. Mais la disparition tragique de l'enfant du pays est encore dans tous les esprits. Ah, ça a été quelque chose de très marquant. On se voyait pratiquement tous les jours pour le travail, pour tout. Ça a été vraiment... Et voilà, c'est ainsi.